Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Il est 18h sur 8 Mont-Blanc, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction. Une demi-heure d'actu à suivre en direct à la télé et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, je reçois dans un instant Vincent Defrane, le directeur général de la Fondation Somfy. Elle met en place des initiatives solidaires autour de l'habitat décent, notamment grâce à sa plateforme participative Les Petites Pierres. Comme chaque lundi, nous parlerons sport avec Seb qui me rejoindra sur ce plateau. Il sera question des Jeux paralympiques qui commencent vendredi. Nous parlerons aussi ski-alpinisme avec la triple championne d'Europe, Axelle Mollaret. Mais avant, salut Olivia. Salut Fanette. T'as passé un bon week-end? Très bien, merci. Et toi? Après le salon de l'agriculture, tu t'es remise? Oui. Je me suis bien reposée parce que c'était plutôt intense. On va commencer avec les titres du JT et un week-end noir en montagne. Un week-end meurtrier, on peut le dire. Dans plusieurs stations, des accidents, alors des avalanches, mais aussi le cas d'une mère et son enfant de 11 ans qui sont décédés après avoir chuté dans un ruisseau. On vous expliquera tout ça plus en détail. Et puis Guillaume Vuitton était à Valloire ce matin à partir de 6h30 pour voir comment est-ce que les équipes s'organisent pour déclencher les avalanches avant l'arrivée des skieurs. Donc voilà, c'est un sujet plutôt intéressant. Et puis l'industrie qui se prépare à un avenir. Exactement, on parlera économie aussi avec Lucie Martin. Alors en fait, c'est Montblanc Industrie qui s'est lié avec un autre partenaire à Annecy. Alors leur objectif, c'est quoi? C'est d'établir une transition numérique des entreprises industrielles de la région. Donc on vous expliquera tout ça plus en détail. Eh ben merci, et puis on passe à la revue de presse et on commence avec une entreprise qui a le sourire. Toujours de l'économie, et là on parle de l'Afuma qui retrouve les bénéfices après une restructuration. C'est un article du Figaro. Alors l'Afuma, c'est un groupe qui est basé à Annecy. Alors sur l'année écoulée, ils ont dégagé un bénéfice de 5,4 millions d'euros alors qu'ils étaient en perte de plus d'1 million d'euros en 2016. Donc c'est plutôt une belle remontée. Le groupe s'attend à une année de défis et continue à investir de manière soutenue pour développer ses marques et accentuer sa numérisation. Alors on suivra ce cas de très près. On va essayer de les inviter. Aussi. Et puis coup dur pour une procureure, ça se passe du côté de Genève. Comme le dit cet article du Temps, Rita Sethi-Karam est dans le pétrin, voilà, ils le disent. Alors c'est la chambre pénale qui demande la récusation de la procureure et l'ouverture d'une enquête pour abus d'autorité. En fait, la justice donne raison pour le moment à une prévenue. Cette prévenue est accusée d'avoir exploité sa cousine. Alors la prévenue reproche à la procureure d'avoir effacé des conversations téléphoniques qui auraient pu la mettre hors de cause, où en fait la fameuse cousine avec qui aurait été exploitée disait à un tiers qu'effectivement toute cette histoire était montée et était fausse. Donc une preuve potentielle que la procureure aurait supprimée. Alors les juges estiment que toutes les personnes présentes lors des audiences vont être entendues à nouveau pour établir les circonstances de la suppression de cet éventuel élément de preuve. Donc pareil, c'est un article très intéressant, très complet et une affaire à suivre. Et puis toi, Fanette, on reste en Suisse et on parle du Nobilag. Et oui, puisque tu le sais, nos voisins suisses ont dû répondre à une question. Faut-il supprimer la redevance qui finance la radio et la télévision publique ce week-end? Et ils ont massivement répondu non à 76%. C'est le fameux Nobilag, on en a souvent parlé sur l'antenne. Et donc hier et aujourd'hui encore dans les médias, beaucoup de réactions. Et notamment celle du journaliste Alain Rébétès, qui est très apprécié par le public roman. Il a longtemps été correspondant parlementaire de RTS, donc la télévision publique. Il est aujourd'hui correspondant du groupe Tamedia à Paris. Donc ça, c'est le groupe de privé médias suisse le plus important. Donc c'est eux qui ont 20 minutes le matin, etc. Et donc il s'est exprimé sur le plateau de RTS suite à ce refus de supprimer la redevance avec beaucoup d'émotions. On l'écoute. Peut-être, pour une fois, de sortir de mon rôle de journaliste, je suis un peu ému, impartial. Ce résultat pour les employés de la SSR, pour tous ceux qui travaillent pour cette entreprise. Et je pense aussi à nos collègues des télévisions, des radios locales. C'est un soulagement, vous l'entendez à ma voix. Je crois plutôt que c'est surtout une véritable émotion. Après des mois de débat, ça veut dire que leur travail est reconnu, qu'il est salué. Ça veut dire que leur passion qu'ils mettent dans le travail, on est beaucoup à le faire.
cette passion, elle est reconnue. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, j'avais peut-être envie de me faire un peu le porte-voix de tous ces collaborateurs qui ont vécu ces derniers mois avec une angoisse que je trouvais parfois excessive. Je pense que eux tous, moi avec, on a le cœur serré et puis on verse une petite larme de reconnaissance au peuple suisse. Hyper touchant. Hein. Ouais, hyper touchant, très belle Et déclaration. effectivement, c'est une belle reconnaissance pour le travail de toutes, parce qu'effectivement, on en a parlé, mais il y a la radio, la télé publique, mais il y a aussi toutes les radios locales et chaînes locales, donc beaucoup de monde, et puis 76%, c'est un résultat sans appel. Quoi. Exactement. D'ailleurs, il y aura un sujet dans le JT. De Sébastien Germain. Et puis, on revient en France, et là, c'est l'Alpe qui met la marche à l'honneur. Voilà, la marche à l'honneur, et en fait, c'est surtout donc le numéro 80 vient de sortir, et j'ai trouvé la une très sympa à quelques jours du 8 mars, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, les femmes victimes, etc. Alors oui, certes, mais il y a aussi cette illustration qui date de 1858, une œuvre du peintre viennois Kurt Benny, qui est intitulée « Une occasion moderne de voyager ». Et en fait, je la trouve assez sympa parce qu'il y a le sourire malicieux de la montagnarde qui est obligée de porter le peintre qui est un peu paumé qui n'ose pas franchir seul le précipice. Donc voilà. Et puis le thème, la marche, donc effectivement dans l'Alpe, aussi très sympa. Merci Fanette. À tout à l'heure pour le rappel des titres. On va passer à notre invité du jour. Je reçois Vincent Defrane, le directeur général de la Fondation Somfy. Bonsoir, merci d'être sur le plateau. Bonsoir Fanette, merci de m'inviter. Alors depuis 2011, la Fondation se consacre à l'habitat et à la lutte contre le mal-logement. La situation s'est-elle améliorée ou détériorée, à votre avis, sur cette situation-là depuis 2011 ? C'est compliqué pour de nombreuses personnes en France de se loger et de se loger décemment, correctement. C'est important d'être bien logé parce que c'est un peu la base de la vie, c'est un repère dans la vie, ça permet de se reposer le soir, de se figer dans une ville, à un endroit. Donc c'est vrai que c'est important. Et à mon avis, c'est celui de la Fondation Abbé Pierre en fait, parce que c'est la référence chaque année qui estime l'étendue du logement ou du mal-logement. Et cette année, en effet, il y a des choses qui vont mieux dans certaines parties du mal-logement parce qu'il a de nombreux visages, ce mal-logement. Certains problèmes s'améliorent, d'autres se dégradent. Notamment en amélioration, il y a un petit peu le problème des sans-abri. Il y a un tout petit peu moins de sans-abri qu'il y a quelques temps. Par contre, à l'inverse, il y a d'autres problématiques qui s'accentuent, notamment le surpeuplement. Et cette année, c'est un cri d'alarme que la Fondation Abbé Pierre a lancé, de faire savoir qu'il y a de plus en plus de personnes, de familles qui vivent à plusieurs, à trop, dans un logement qui est beaucoup trop petit et avec toutes les conséquences difficiles que ça a. Pourquoi se consacrer à l'habitat décent pour la Fondation Somfy ? Alors, il y a évidemment le lien avec l'entreprise qu'on connaît et qui équipe les maisons, pour faire simple, mais c'était une thématique importante à soutenir. Oui, c'est une thématique importante pour la société au sens large. Bien et mieux loger les gens, c'est facteur de progrès social et de progrès humain, tout simplement. Et puis pour l'entreprise Somfy, en effet, positionner sa fondation sur cette thématique sociale, c'est pour nous quelque part logique, c'est cohérent et c'est ce qui nous parle le plus. On a envie, quand on travaille dans le domaine de l'habitat, on a envie d'aider les personnes qui sont mal logées et donc d'apporter du soutien aux associations. Alors l'un de vos outils, si ce n'est le principal, c'est la plateforme participative des Petites Pierres. Donc c'est ce qu'on voit là sur l'écran. Donc vous soutenez tout un tas de projets. J'ai noté 150 depuis 4 ans et la création de la plateforme, près de 8000 dons collectés. Et le principe, c'est que pour 1 euro donné par un particulier, la Fondation Somfy donne également 1 euro. Et ça fonctionne. D'où le côté petite pierre, chacun apporte sa petite pierre. Oui, exactement. Je crois que j'ai vu dans le synthé d'intro, vous avez mis pierre par pierre. C'est ça. Face à un grand voyage, il faut commencer par un pas, puis un deuxième pas. Et face à un grand combat, il faut ajouter de nombreuses contributions. C'est cette idée qui nous a dirigés il y a 4 ans avec la Fondation Somfy quand on a créé les Petites Pierres, en se disant en France, il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont mal logées. Je l'ai dit, il y a de nombreuses situations difficiles. Il y a à peu près 140 000 personnes qui sont à la rue,
un peu moins d'1 million de personnes qui sont dans ces situations dont je parlais de surpeuplement. Donc c'est compliqué d'aider autant de personnes dans un domaine aussi vaste que le logement. Et pour un grand combat comme celui-ci, il faut être nombreux. C'est pour ça qu'on a créé, inventé et lancé Les Petites Pierres il y a 4 ans, avec cette démarche participative, une plateforme qui accueille des projets locaux, très concrets, qui aident des personnes mal logées. Et ces projets sont doublement soutenus par les citoyens qui font des dons, les internautes, et les entreprises qui s'engagent à doubler les dons. Et d'ailleurs, la nouveauté de cette semaine, il y a la Fondation Somfy qui contribue. Vous avez eu des partenaires un petit peu ponctuellement. Mais là, vous avez des grosses fondations qui vont vous accompagner sur le soutien à ces différents projets. C'est ça, on entre dans une deuxième étape des Petites Pierres. En 4 ans, on a testé le modèle parce qu'on l'a inventé il y a 4 ans. Ça n'existait pas, une fondation qui dédie une plateforme toute nouvelle à une démarche et qui met le principe du don doublé ou du don abondé. C'était nouveau. On a voulu le mettre en place, le vérifier et le faire fonctionner. En se disant dès le départ qu'il faudra qu'on soit rejoint dans cette démarche par d'autres fondations qui se reconnaissent dans la démarche et qui ont envie, comme nous, de contribuer à l'aide au mal logement, aux mal logés. Et c'est vrai qu'on est maintenant à un tournant où on est rejoint par d'autres fondations d'entreprises qui ont envie, aussi de contribuer et de participer à financer ensemble de nombreux projets chaque année. Et dans ces partenaires, on est ravis d'accueillir la Fondation Schneider Electric qui lutte contre la précarité énergétique depuis 20 ans, qui était une référence en tant que mécène sur cette thématique. On est aussi rejoint avec plaisir par une autre entreprise, l'assureur AG2R La Mondiale, qui s'engage aussi auprès du logement des plus défavorisés. Et ensemble, on peut aller plus loin. Alors, ça veut dire plus de projets ou des projets plus gros ? Surtout, c'est de financer plus de projets locaux, parce qu'on constate que ce sont ces projets qui restent en rade, qui restent sur le bord de la touche. Les petits projets, je m'entends. Les petits projets, en effet, on finance des projets jusqu'à 20 000 €, donc c'est déjà un peu d'argent, un peu d'aide conséquente qui permet aux associations d'aider concrètement les personnes dans le besoin. Et c'est des projets qui sont parfois trop petits pour être aidés par des démarches de l'État, des pouvoirs publics, mais qui sont trop gros pour que les associations les assument seules. Et c'est ce genre de petits projets que les Petites Pierres accompagnent et aident au quotidien. Alors voilà, comme vous l'avez dit, on en est à 150, même 155. Il y a eu 3 beaux projets qui ont réussi leur financement aujourd'hui. Et on continue. Maintenant, l'idée, c'est de faire plusieurs centaines de projets chaque année. Et c'est qu'un projet collaboratif et participatif qui arrivera à faire ça. Oui, on parle vraiment de co-construction sur cette plateforme-là. Clairement, on est dans une démarche de collaboration, de co-construction pour construire le futur des Petites Pierres. Et le futur des Petites Pierres, je l'ai dit, par essence et par nature, c'est une histoire collective, participative, qui se fait à plusieurs. Et toutes les bonnes volontés qui ont envie d'agir, eh bien, elles trouvent ou elles trouveront une place au sein des Petites Pierres, que ce soit les associations qui ont besoin d'aide, les internautes qui peuvent vouloir contribuer, les entreprises. On est rejoint aussi par les pouvoirs publics avec les mairies, les cohésions sociales, qui sont des structures qui connaissent bien ces projets et qui peuvent nous aider à les identifier sur les territoires. Alors très concrètement, les projets en cours, j'en ai noté quelques-uns. Il y a l'hébergement de femmes migrantes et séropositives, le projet d'une douche nomade ou encore une péniche d'accueil pour les sans-abri. Donc c'est très large, ça couvre tout le territoire. Il faut quoi pour être choisi par la Fondation ? Il faut un projet qui aide des personnes mal logées de manière très concrète et très identifiée. Après, bien sûr, on vérifie que l'association qui nous demande de l'aide est une association saine, que ce soit dans sa gestion, ses finances, sa gouvernance. Mais à partir de ce moment-là, une association qui est saine et qui a un projet de lutte contre le mal logement, très concret, dans un endroit, dans un quartier, elle peut nous demander de l'aide via les Petites Pierres. Et d'ailleurs, on est fait pour ça. On est là pour apporter de l'aide très concrète à ces associations un peu partout en France. Ouais. Et puis aussi un peu partout dans le monde. Alors ça, c'est par un autre outil, mais Somfy est une entreprise internationale et l'idée, c'est que la Fondation le soit aussi. Vous soutenez aussi des projets ailleurs dans le monde. Oui, le mal logement, il est présent malheureusement un peu partout dans le monde. Alors on ne peut pas être partout à la fois parce que ce serait saupoudrer nos moyens ou notre énergie. Néanmoins, on peut être aussi hors de France parce qu'il y a des besoins. Et on a lancé en effet, il y a 2 ans maintenant, un programme
international dans le cadre de l'action de la Fondation Somfy et qui nous permet de soutenir dans 10 pays différents des projets d'aide aux personnes mal logées. Alors c'est des projets assez variés, ce sont des projets assez variés parce que le mal logement est différent au Brésil qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Et en effet, on a du coup des collaborations avec des ONG, des associations locales dans ces pays où on participe avec du financement mais aussi de la participation des salariés. La prochaine étape ? La prochaine étape, c'est de rendre les petites pierres encore plus nombreuses. On a pu, en effet, comme vous l'avez dit, solliciter ou motiver la participation d'à peu près 8000 internautes, 8000 donateurs. C'est un bon début. Maintenant, on veut aller plus loin parce qu'il y a de nombreux projets qui ont besoin d'être soutenus un peu partout en France. Et donc, le futur, c'est ça. C'est d'aller mobiliser la générosité de toutes les bonnes volontés qui ont envie d'agir pour les associations. Et donc d'accompagner cela avec les dons des internautes et la solidarité des entreprises. Et alors avant que Seb nous rejoigne, vous êtes aussi un biathlète de haut niveau. Pour rappel, vous avez été champion olympique de poursuite, c'était aux Jeux de Turin en 2006. Quel regard sur l'Olympiade qui vient de se terminer ? Ravi de voir que les Jeux Olympiques se sont bien passés, les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe de France de manière globale. Pour certains sports, on aurait aimé que ça marche un peu mieux. Pour ce que je connais le mieux, le biathlon, ça a bien marché. On est très gourmand avec le biathlon, donc on aurait pu même espérer que ça aille encore plus loin. Mais il y a quand même eu des bons résultats en individuel et en équipe. Alors bien sûr, on a la chance d'avoir Martin Fourcade qui aide beaucoup, à la fois l'équipe de France de biathlon et l'ensemble. Mais voilà, ça a été des beaux jeux et aussi des beaux jeux pour le pays d'accueil, la Corée du Sud. Moi, j'ai eu la chance d'y aller au début à ces Jeux Olympiques et j'ai trouvé que les Coréens, c'est même mon fils qui m'a dit ça en fait, et on sait que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc je me fie à ça. Il a trouvé les Coréens souriants et sympas. Et ça, c'est très important parce que les Jeux Olympiques, c'est pour les athlètes, bien sûr, mais c'est aussi pour le pays d'accueil. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Je vais accueillir Seb maintenant pour l'Instant Sport, comme chaque lundi. Alors Seb, les Jeux... Salut. Les Jeux ne sont pas tout à fait terminés. Oui. Il ne faudrait pas l'oublier. Maintenant, il y a les Jeux paralympiques qui commencent vendredi. Ce vendredi, les 12e Jeux paralympiques qui s'ouvrent donc à Pyeongchang, comme les Jeux olympiques. C'est des Jeux qui auront lieu donc du 9 au 18 mars. 50 nations présentes, près de 600 athlètes et seulement 6 sports au programme. C'est comme ça, mais... c'est très intéressant de voir toutes ces disciplines. La France sera représentée par 12 athlètes, 5 en ski alpin, 3 en snowboard, 4 en biathlon et en ski nordique. Ils seront accompagnés par 3 guides. Marie Baucher, quadruple championne paralympique à Sochi, sera le porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture ce vendredi. Pas d'objectif précis de médaille pour ces Bleus qui avaient remporté 12 médailles, dont 5 en or à Sochi en 2014. On verra ce que ça va donner. On surveillera ça au fur et à mesure et évidemment, on vous tiendra au courant. Et d'ailleurs, on va continuer à parler de ces Jeux avec Christian Femy, qui est le directeur sportif des équipes de France, que tu as interviewé sur ce même plateau à midi parce que décalage horaire oblige. Donc, on écoute ton interview. Christian Femy, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes le directeur sportif des équipes de France de handiski. Déjà, une première question. Comment s'est passée l'arrivée à Pyeongchang et comment se passe l'acclimatation en terre coréenne pour vos troupes ? Alors, l'acclimatation au niveau du décalage horaire se passe bien. C'est plus au niveau de la météo que c'est un peu plus compliqué. On est arrivé, il y a eu une belle chute de neige. Ça faisait à peu près 20 ans qu'ils n'avaient pas vu une chute de neige aussi importante ici sur Pyeongchang. Donc, c'était pas mal compliqué un petit peu au niveau du déneigement. On a eu une belle journée hier et là, encore aujourd'hui, on a eu droit à encore une belle chute de neige. Donc, en fait... l'arrivée au village, très bien. Tout ce qui était logistique, bien. Tout ce qui était décalage horaire se passe bien. C'est plus au niveau de la météo qu'on a un petit peu des difficultés parce qu'on a pas mal de neige. Alors, vous avez de la neige, mais est-ce qu'il fait froid ? On se rappelle, pendant les Jeux Olympiques, il a fait très, très froid. Est-ce qu'il fait également très froid ? Quand on est arrivé, il faisait très froid. Il faisait à peu près entre moins 12 et moins 13, avec un vent assez violent aussi, comme il y a ici. Et puis cette neige froide, là, comme ça, qui faisait un petit peu de la poudrerie. Mais depuis hier, non, c'est un redoux qui est arrivé et c'est pas plus mal parce que ça a permis de faciliter un petit peu le déneigement. Donc non, là, on est retombé sur un cycle beaucoup plus doux. Alors, la délégation française, donc 12 athlètes, 3 guides. Est-ce que ce sera assez pour battre les 12 médailles obtenues à Sochi ?
En fait, on n'est pas là pour battre des records et battre des médailles. On est là surtout avec une équipe qui a un bon niveau. Hein. Quasiment les 3/4 ont été sur des podiums au championnat du monde. On est là pour qu'ils continuent à s'exprimer. Oui, on a un petit nombre, un petit peu plus réduit qu'à Sochi, mais dans le potentiel qu'on a, on a beaucoup plus de gens qui ont été médaillés sur les championnats du monde. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire aussi bien, si ce n'est mieux, que ce qu'on avait fait à Sochi, en termes de nombre de médailles. Mais comme on a des gens qui sont présents dans plusieurs disciplines, et surtout là, on a la chance d'avoir quand même sur les 4 sports, parce que je sépare le ski de fond avec le biathlon, le snowboard et le ski alpin, on a des gens qui sont potentiellement médaillables sur plusieurs disciplines et plusieurs épreuves. Donc on devrait être en mesure de faire aussi bien. Alors quelles sont justement les forces et les faiblesses de cette sélection ? Alors, les forces, c'est qu'on a mis en place des critères de sélection très élevés. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le gros de l'équipe, c'est des médaillés au championnat du monde de l'année dernière. Et derrière, on a rajouté des gens avec un potentiel plus jeune, avec une perspective déjà de préparer un petit peu 2022. On en a 3 dans chacun des sports, que ce soit ski alpin, ski nordique et puis le snowboard. Donc, on a un peu l'amalgame d'une équipe avec un bon niveau, les 3/4 d'entre eux, des petits jeunes qui viennent se mettre derrière, qui apportent aussi de la fraîcheur et qui cassent peut-être un petit peu la routine du fonctionnement qu'on a. Donc ça, c'est un petit peu nos forces. Maintenant, nos faiblesses, on a essayé de toutes les éliminer. Donc je ne vais pas dire qu'on a des faiblesses, on les découvrira, c'est que si on en a, on les a peut-être pas assez anticipées. Alors comment est-ce que vous jugez les derniers résultats et la préparation qui s'en est suivie pour ces Jeux Olympiques ? Alors, en termes de résultats, on a fait exprès volontairement de ne pas participer pour le ski alpin et le ski nordique aux épreuves de finale de la Coupe du Monde qui avait lieu en février en Finlande pour le ski nordique et au Canada pour le ski alpin. Pourquoi ? C'était pour se donner vraiment tout le mois de février pour bien se préparer. Donc, pour le ski alpin et le ski nordique, les dernières compétitions ont eu lieu fin janvier, avec des résultats qui étaient tout à fait honorables en termes de résultats sur les Coupes du Monde. Volontairement, on a coupé tout le mois de février et on a fait des stages d'entraînement en vitesse et en technique pour l'alpin, et puis revenu pas mal sur le tir, et puis des bons cycles en ski nordique en ski de fond pour le ski nordique. Le snowboard, eux, par contre, avaient eu très peu de courses. On est allé faire une tournée de courses au Canada début février. C'était la finale de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient eu peu de références sur tout le mois de décembre et le mois de janvier. Donc, on a un amalgame de préparation plus sur des stages d'entraînement ou sur les dernières compétitions. On a jonglé un petit peu différemment en fonction des sports. Individuellement, on sait, le grand public attend énormément des 2 Baucher, Arthur, le jeune pousse, et Marie Baucher qui se rapporte au drapeau. C'est sûr que c'est nos leaders, mais je veux tout de suite derrière mettre Benjamin Davier, qui quand même sur 6 départs de Coupe du Monde en gagne 5, d'accord. Donc il est dans une dynamique vraiment à l'image des 2 Baucher, on va dire comme ça. On a aussi Maxime Montagioni sur la finale de la Coupe du Monde. Il a gagné les 2 dernières épreuves. Il revient avec le classement général de la Coupe du Monde en snowboard, donc dans sa catégorie. Donc c'est là notre force un petit peu comparativement à ce qu'on avait ces dernières années. Là, on a vraiment des leaders dans chacun des sports, et les leaders ne sont pas non plus tout seuls. D'accord. Benjamin, il n'est pas tout seul en ski nordique, parce qu'on a Thomas, ils sont quand même champions du monde par équipe, Thomas Clarion, Anthony Chalençon. En snowboard, on a Cécile Hernandez, qui a été médaillée déjà aux Jeux de Sochi. Donc c'est peut-être surtout là où on a de la force, c'est qu'on a vraiment des médaillables présents dans les 3 sports, 4 avec le biathlon parce qu'ici il est séparé, et ils ne sont pas non plus tout seuls, ce n'est pas des leaders, derrière eux il y a une équipe, et c'est pour ça qu'on est une équipe très soudée, ils ne sont que 12, mais n'empêche que on a cet objectif avec un niveau d'exigence qui est très élevé. Dernière chose, Christian, quel est le programme là d'ici vendredi à la cérémonie d'ouverture ? Là, on commence à prendre un peu nos marques. Là, le ski nordique, ils ont attaqué déjà depuis hier à tourner un petit peu sur la piste. Là, le damage était un petit peu aléatoire aujourd'hui. Le ski alpin, on a une première grosse journée demain parce qu'on
on teste la piste de vitesse en ski libre, donc on a un accès sur la piste de descente en ski libre. Et à partir d'après-demain, on attaque sur les entraînements officiels de descente parce qu'on a 3 jours d'entraînement officiel avant la course de descente de samedi. Donc, le programme des Alpins est pas mal bouclé, le programme des skis nordiques aussi. Le snowboard, on les avait décalés un petit peu, ils viennent juste d'arriver, donc on va leur donner une journée ou deux pour prendre un petit peu la température. Et après, on les mettra déjà sur le processus d'entraînement pour préparer la première course qui, eux, aura lieu le 12. Merci beaucoup, Christian Fémy. Transmettez tous nos encouragements à tous les athlètes et puis on espère que vous allez nous ramener plein de médailles de Pyeongchang. Eh ben merci, on se reverra à notre retour en France. Voilà, merci beaucoup. Merci. On vous donnera bien évidemment les résultats marquants des Français tout au long de ces Jeux. Ça commence ce samedi avec la descente hommes et femmes et le sprint en biathlon. Et puis la semaine prochaine, il y a plein d'épreuves, donc il y a plein de chances de médailles. Et puis on reste dans les sports d'hiver avec une convention de partenariat qui a été signée là ce lundi après-midi entre le Conseil départemental de Haute-Savoie et la Fédération française de ski à Annecy. Le département... Ah non, ça c'est toi qui le dis. Oui, parce que normalement on est censé avoir quelques images. On est censé avoir quelques images. Puisque le département va donc ainsi investir 110 000 € par an pendant 3 ans. Donc c'est une vraie manne financière qui va pouvoir aider la fédération. C'est un accord qui garantit également la présence de la Fédération française de ski en Haute-Savoie. Parce que je rappelle, le siège de la Fédération de ski est à Annecy. C'est d'ailleurs une des 3 seules fédérations de sport qui n'est pas localisée à Paris. Donc ça compte. On espère que ça va durer le plus longtemps. Je vous propose d'écouter Michel Vion, le président de la FFS, au micro d'Emmanuel Jaude. Il nous dresse un petit bilan de ces Jeux Olympiques. Oui, un bilan positif, on va dire, si ce n'est très positif, mais effectivement à Sotchi, il y a 4 ans, lors des derniers Jeux, il y avait 15 médailles, là on est à 14, un peu en dessous de ce qu'on avait imaginé, de l'ambition qu'on avait, c'est le mot que j'ai employé, ambition. Encore une fois, on n'est pas passé loin sur quelques médailles, entre 2-3 athlètes qui n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, et puis quelques 4e places pour quelques centièmes de seconde ou quelques millimètres. Tout ça pour dire que le score aurait pu être de 17 ou 18 médailles sans qu'il y ait à redire. Bon, c'est à 14. Mais au-delà du résultat net, qui encore une fois est un bon résultat, on est à une médaille du record historique de Sotchi. Il y a eu le comportement de nos athlètes qui a été remarqué, que tout le monde a remarqué, avec des athlètes qui ont donné le meilleur, qui souvent ont fait leur meilleure compétition lors des Jeux Olympiques, ce qui est un signe. Et puis un comportement, je dirais presque, de champion, même dans la défaite. Donc une bonne image donnée au ski français, encore une fois avec une belle fierté d'avoir des athlètes qui sont effectivement des champions, qui courent après les médailles, mais qui savent aussi s'exprimer, donner de leur temps et faire partager aux Français ces bons résultats. Et Seb, on va parler ski alpinisme. Oui, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, Axel Mollaret, qu'on connaît bien ici, qui est né à Annecy, a frappé un très grand coup la semaine dernière en battant Laetitia Roux, la reine de la discipline, lors des championnats d'Europe disputés sur les pentes de l'Etna en Italie. Je l'ai eu cet après-midi par liaison Skype, alors qu'elle est entrée dans sa dernière phase de préparation avant la Pierremonte, qui débute le 14 mars prochain. On l'écoute. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci déjà tout d'abord de nous accorder quelques minutes. Avant de parler de la Pierremonte à venir, un petit retour sur les championnats d'Europe de la semaine dernière. Vous avez donc réussi à battre Laetitia Roux sur les pentes de l'Etna. Qu'est-ce qu'elle représente, cette victoire ? Elle représente la victoire, je pense, la plus importante de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. C'était seulement ma 2e victoire sur une course individuelle et c'est mon premier titre international. Donc vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que ça fait pas mal d'années que je suis sur les podiums, mais c'est seulement la 2e fois que je remporte une course, donc c'est des petits points, des petites secondes à grappiller par-ci par-là, mais une grosse satisfaction quand on arrive enfin à décrocher son premier titre. C'était, vous l'avez dit, un des objectifs, si ce n'est l'objectif de la saison, le fait de répondre présent le jour J, ça doit être une grosse satisfaction. Oui, c'est sûr qu'on se prépare toute l'année pour 1 ou 2 objectifs et être en forme et techniquement être bien le bon jour, c'est pas toujours évident et quand on y arrive, c'est effectivement une grosse satisfaction. Alors vous avez d'ailleurs réalisé sur cette compétition un triplé incroyable avec la victoire, on l'a dit, en individuel, sur la vertical race et sur le combiné. Oui, alors c'est vrai que sur la vertical race, j'étais peut-être un peu plus favorite et le fait d'avoir déjà gagné la veille l'individuel, on est tout de suite dans une bonne optique et généralement quand les choses commencent à bien se dérouler derrière, ça continue. Donc après la victoire du combiné
était presque gagnée. Avec 2 victoires, on marque beaucoup de points. C'est même une saison 2017-2018 de très bonne facture que vous réalisez. Oui, c'est ma plus belle jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Alors maintenant, c'est place à la pierre aimante. Une course qui vous tient particulièrement à cœur puisque vous évoluez, on peut dire, à domicile. Oui, exactement. Le départ, il est à 2 km de ma maison. Donc c'est vrai que c'est des pentes qu'on connaît beaucoup. On ne connaît pas forcément tous les petits passages parce que les traceurs de la pierre aimante nous réservent souvent des surprises. Mais globalement, on connaît tous les coins. Il y a énormément de spectateurs et que l'on connaît aussi, des amis, de la famille. Et même si ce n'est pas que la course du village et que c'est aussi une course renommée et très importante pour tous, c'est vrai que pour nous, elle a quelque chose d'un petit peu particulier. En quoi c'est une épreuve à part ? Parce que c'est une épreuve déjà ancienne, qui a une histoire et qui est difficile sur 4 jours, qui est vraiment exigeante. Et je pense que petit à petit, elle s'est fait sa place et elle a fait son nom. Et maintenant, pour les skieurs de randonnée, la pierre aimante, c'est une étape presque incontournable. Alors, cette compétition, vous l'avez remportée en 2016 avec Laetitia Roux. J'imagine que l'objectif, c'est de faire la passe de 2 avec à vos côtés Jennifer Fischer. Alors, ma coéquipière de la pierre aimante, ce sera Katia Tomatis, une course italienne. Et oui, forcément, j'espère qu'on pourra essayer de rivaliser avec l'équipe favorite et puis qu'on pourra essayer de gagner le général. Et encore une fois, les organisateurs vont préparer un sacré programme avec 4 étapes et environ 10 000 mètres de dénivelé. Oui, alors j'ai eu quelques petits échos et apparemment, ils nous ont bien gâtés et ça va être une sacrée course. Merci beaucoup en tout cas, Axel. Surtout, bon courage pour cette pierre aimante 2018. On espère que vous répondrez présent. On n'en doute pas. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup Seb pour cet instant sport. Et puis demain, on te retrouve à cette place-là puisque tu prends les rênes d'Accès Direct. Olivia, un petit rappel des titres ? Oui, alors on commencera avec un week-end de meurtrier en Savoie-Mont-Blanc. On se rendra notamment à Valloire. Guillaume Vuitton était sur place ce matin pour le déclenchement en fait, des avalanches avant l'arrivée des skieurs. Donc c'est un reportage très intéressant. Et puis ensuite, on parlera économie. Mont-Blanc Industrie a décidé de s'allier à un nouveau partenaire pour faciliter la transition numérique de nos entreprises de la région. Donc voilà, on va voir ça dans un court instant. Et puis demain, dans Accès Direct, Seb recevra le préfet de Savoie qui est arrivé dans le département il y a quelques semaines. André Plaisance, maire des Bellevilles, nous parlera du parc de la Vanoise. Et puis 2 jeunes entrepreneuses présenteront leur projet Kia Aura, qui est un projet de restauration du côté d'Annecy. Il n'y a pas de parc de la Vanoise. Donc je crois que c'est vendredi. Je crois que c'est vendredi, mais ça fait un pré-teaser. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe. Et puis à demain pour le JT. Passez une très belle soirée. Voilà.